Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires d'obéissance malicieuse. L'histoire suivante est postée par Yellow Jacket 81. Mon frère a lutté contre sa toxicomanie pendant la majeure partie de sa vie. Il y a environ 5 ans, il a déchiré sa famille. Sa femme a demandé le divorce et a obtenu la garde complète de leur fils. C'est tout à fait normal, car mon frère n'était pas en état d'être père à ce moment-là. Le chemin vers la guérison a été long, mais mon frère a suivi le programme et est maintenant sobre depuis plusieurs années. Il n'a pas la garde officielle de son fils, mais il reçoit des visites à la discrétion de son ex-femme. Il a été un bon père stable pour son fils ces dernières années. Cependant, son ex-femme n'a pas voulu admettre la possibilité que mon frère se soit rétabli. En fait, elle a même commencé à lui imposer des visites, prévoyant même d'éloigner son fils de son père pendant plusieurs mois, afin qu'elle puisse prendre de longues vacances avec sa nouvelle famille. Mon frère, ne voulant pas laisser passer cela, a immédiatement demandé la garde partagée. Le procès a eu lieu il y a tout juste un jour, et comme on pouvait s'y attendre, son ex a ressorti son ancienne toxicomanie et a tenté de le dépeindre comme étant toujours un toxicomane et une menace pour leur fils. Encore une fois, ce n'est absolument pas le cas. Il est sobre depuis des années, a un emploi et est propriétaire de sa propre maison maintenant. L'ex se faisait tellement d'illusions et était tellement convaincu qu'il avait rechuté qu'elle a demandé à haute voix, devant le juge, que mon frère fournisse une lettre du président du programme local d'aide aux toxicomanes, indiquant qu'il avait assisté à toutes les réunions au cours de ces dernières années. Mon frère a souri au juge et a dit « Non seulement ce n'est pas un problème, votre honneur, mais je peux fournir ce document aujourd'hui. » Le juge a demandé comment c'était possible. Est-ce que mon frère a déjà pensé à l'apporter avec lui ? Non, votre honneur, mais voyez-vous, je suis le président de notre programme local. J'aimerais pouvoir voir la tête de cette grognasse haineuse. Ce n'est pas encore officiel, mais oui, il va carrément obtenir la garde partagée. Edith, je déteste ajouter des modifications, mais c'est apparemment nécessaire. Oui, j'ai dit grognasse détestable. Je comprends que cela puisse ne pas sembler justifié à beaucoup d'entre vous, étant donné le contexte de cette histoire. Une histoire dont la portée est limitée et qui ne tente en aucun cas de capturer l'ensemble de la réalité. J'ai mes raisons personnelles pour expliquer mes sentiments envers l'ex, qui sortent complètement du cadre de cette histoire, et que je n'ai pas l'intention de partager ici. Mais je comprends que vous soyez troublé en lisant cela. Update. La garde partagée a été accordée. Le placement principal est chez la mère, mais même si ses visites n'ont pas beaucoup changé, le plus important, c'est qu'elles ne sont plus soumises aux caprices de son ex-femme. Plus important encore, elle ne peut pas simplement disparaître avec son fils pendant des mois parce qu'elle en a envie. Si tu es dépendant ou en voie de guérison, tu peux en revenir. C'est une super nouvelle par rapport à ton frère. Après, effectivement, je pense qu'on peut comprendre l'ex-femme, parce que je suppose qu'elle a dû vivre cette toxicomanie de son compagnon, et du coup se rendre compte de ce que ça pouvait générer, etc. Mais après, la façon dont tu décris l'histoire, j'ai l'impression qu'en gros c'était... en fait, ce soir tu viens voir ton enfant, parce que moi je sors et j'ai besoin que tu le gardes. C'est l'impression que ça donnait, en gros, les droits de visite. Il y avait les visites à peu près normales, puis les visites qu'il était obligé de faire, parce qu'elle lui demandait, sinon il n'y avait plus de visite. Et le moment où elle fait écoute, je me barre en vacances, ton fils tu le verras quand je reviendrai. Donc je pense que c'est compréhensible la réaction qu'elle a, mais qu'elle a profité et abusé de la situation aussi. L'histoire suivante est postée par Ventidepresso. J'ai travaillé pour une société d'alarme de sécurité dans leur bureau de répartition. Je recevais des signaux tels que cambriolage, incendie, alarme silencieuse ou des notifications de maintenance nécessaires, et je suivais notre politique de réponse. L'une des armes les plus prioritaires est l'alarme silencieuse, comme celle d'une banque ou d'une bijouterie. Dans ce cas, je crois qu'il s'agissait d'une bijouterie artisanale. En ce qui concerne les alarmes silencieuses, nous avons des règles très strictes sur la façon de réagir. Si quelqu'un appelle, confirme son identité et donne le code d'annulation, nous ne pouvons pas annuler notre notification immédiate à la police. Nous ne savons pas si quelqu'un tient un pistolet sur sa tempe ou s'il est menaçant, et à moins qu'un compte ait des instructions spécifiques pour le faire, nous n'appelons jamais quelqu'un d'autre que la police, pas même le propriétaire du compte, avant que la police n'ait terminé son travail. Un jour, un homme appelle parce que son système d'alarme ne s'arme pas. Il reçoit un signal de panne, juste une pile faible, du capteur numéro 2. Nous suggérons habituellement aux gens d'avoir des piles de rechange à portée de main, mais il semble qu'il n'ait pas jugé que c'était nécessaire. Je lui ai dit que nous pouvions envoyer notre personne d'astreinte ou qu'il pouvait essayer d'aller chercher des piles dans un magasin, mais il veut juste rentrer chez lui. Il devient très frustré, mais je ne peux vraiment rien faire de mon côté pour contourner un capteur d'alarme et armer son système comme il le demande. Il finit par dire « Je vais juste le défoncer et rentrer chez moi !» J'essaie de lui dire que cela déclenchera l'alarme silencieuse. Il utilise un langage fort désobligeant, puis il raccroche. Et puis, quelques secondes plus tard, l'alarme numéro 2 se déclenche. Conformément à notre politique, j'ai appelé la police, je leur ai donné les informations que j'avais, puis je me suis assis et je me suis senti très content de moi.
J'ai continué à me sentir bien, même 5 minutes plus tard, lorsqu'il a rappelé, furieux que la police se soit présentée à son magasin pour une alarme silencieuse. Je lui explique que quelque chose a déclenché son alarme et que nous devons répondre à toutes ces alarmes avec la même urgence, car nous ne savons jamais ce qui se passe de l'autre côté. Il n'était pas content, mais nous avons finalement réussi à joindre notre technicien de garde pour qu'il répare le bouton d'alarme, qui avait non seulement plus beaucoup de batterie, mais aussi des dommages physiques qui nécessitaient son remplacement. Tu me préviens que si je fais ça, je vais avoir des ennuis. Je le fais quand même. Pourquoi j'ai des ennuis? Et imaginez, c'était une stratégie d'un voleur en fait, et du coup il a appelé pour dire que l'alarme déconnait et qu'il allait la casser, donc que ça allait sonner, que c'était pas la peine d'appeler les flics. De toute façon, quand il y a un règlement, la meilleure option c'est de le suivre, parce que si jamais il se passe quelque chose de mal, au moins t'as suivi le règlement et on peut rien te reprocher. L'histoire suivante est postée par SpongeBob NoPants. C'était mon premier contrat de sécurité à la sortie de l'armée. C'était un bon début pour le travail de sécurité. Il s'agissait d'un contrôle d'accès dans une usine de moteurs d'avion de taille moyenne. Un de mes amis travaillait aux ressources humaines, mais il avait aussi le titre de chef de la sécurité. Alors il m'a offert un emploi et j'ai accepté. L'une des règles les plus importantes concernait les contrôles d'identité. Apparemment, quelques années auparavant, quelques personnes étaient entrées avec des pièces d'identité photocopiées. Par la suite, nous avons dû vérifier physiquement que la pièce d'identité était en plastique. Nous le faisions en la touchant. Si tu faisais suffisamment de contrôle d'accès, tu commences à mémoriser les gens. Nous n'avons pas vérifié ces cartes d'identité en les touchant parce que nous les connaissons, et que si des personnes avaient été renvoyées, nous aurions été prévenus. Cela a mis en colère la responsable des ressources humaines, qui a donc établi de nouvelles règles. Elle n'était pas responsable de la sécurité, mais la sécurité relevait des ressources humaines, donc elle l'était en quelque sorte. Aucun non-employé n'est autorisé à franchir le portail sans un avis signé par elle ou par le chef de la sécurité, qui doit être soumis 12 heures avant leur entrée, comme les personnes prévues pour des entretiens. Les badges de visiteurs attribués sans autorisation préalable ne peuvent l'être que pour des livraisons normales, comme le bureau de poste ou FedEx. Toute personne qui enfreint cette règle sera signalée par la sécurité aux ressources humaines pour violation de la sécurité. C'était très bien, nous n'en avions rien à faire. Tout s'est bien passé pendant environ un mois, jusqu'à ce jour. La voilà qui se présente au portail, mais ce n'est pas elle qui conduit, c'est son mari. Je lui ai demandé son badge et il m'a répondu qu'il n'en avait pas. Elle a vu où cela menait et a essayé de m'arrêter. Il était seulement là pour la faire entrer parce qu'il pleuvait et qu'elle ne voulait pas marcher de sa voiture à l'immeuble et ruiner sa tenue. C'est à ce moment-là que je l'ai renvoyé aux règles. Je ne pouvais donc pas lui attribuer de badge et je ne pouvais pas le laisser entrer. Elle a essayé de me dire « Mais ce n'est que 100 mètres !» C'est à quoi je lui ai rappelé la règle qu'elle avait établie. « Je suis votre patronne !» Techniquement, elle ne l'était pas. « Nous allons entrer de toute façon !» Ce à quoi j'ai répliqué que toute infraction à la politique doit être signalée comme une violation de la sécurité. Elle est donc là, très bien habillée, forcée de marcher, sans veste, jusqu'à l'immeuble, à 100 mètres, sous la pluie, pour se rendre à son bureau. Pourquoi ne lui avons-nous pas prêté un imperméable d'agent de sécurité, vous demandez-vous ? Parce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas assez d'argent dans le budget de la sécurité pour en acheter. Plus tard dans la journée, elle a modifié les règles concernant les gens qui viennent en déposer d'autres, pour que la sécurité ait toute latitude pour permettre à quelqu'un d'entrer à cette fin. Nous avons également reçu nos imperméables 2 semaines plus tard, et elle n'a plus jamais dérangé la sécurité. Les adultes, c'est comme des enfants. Si tu mets une nouvelle règle, t'as intérêt à sacrément bien l'écrire. Parce que si c'est un truc qui les embête ne serait-ce qu'un peu, s'ils peuvent utiliser cette même règle pour te la mettre à l'envers, ils vont le faire. Et franchement, refuser des imperméables à des gens qui travaillent dehors, c'est vraiment bas. L'histoire suivante est postée par Neige 2020. C'est peut-être un peu long à raconter, mais il s'est passé beaucoup de choses. Je travaillais comme responsable d'entrepôt pour une société pharmaceutique. Nos locaux faisaient partie d'un grand complexe industriel qui avait été divisé en 3 petits bâtiments occupés par 3 entreprises différentes. Mon bureau était un bâtiment indépendant situé à l'intérieur de l'entrepôt. Il avait à peu près la taille d'un conteneur d'expédition. Mon entreprise était en train de réaménager l'intérieur de l'entrepôt, par conséquent, mon bureau devait disparaître. Mon chef immédiat était le directeur des opérations, et il est venu me voir un matin pour me dire de démolir mon bureau avant la fin de la journée. Nous avions des outils, mais seulement des marteaux et des clés de serrage, etc. Rien de vraiment adapté pour la tâche à accomplir. Lorsque j'ai demandé comment il comptait que je m'y prenne, il m'a répondu « Passe un chariot élévateur au travers !» Aujourd'hui encore, je ne sais pas s'il plaisantait, s'il était sarcastique ou s'il le pensait vraiment. Mais cela avait été dit, et devant 4 témoins.
Comme la plupart des hommes adultes qui ont une mentalité d'enfant de 5 ans, j'aime le chaos et la destruction, alors j'ai choisi de profiter de la situation. J'aimerais pouvoir dire que j'ai foncé dans le bureau à toute vitesse, comme les Dukes of Hazzard sous méthamphétamine. Mais je me suis dit que c'était peut-être trop extrême. Ce que j'ai fait, c'est pousser les murs lentement avant de soulever les panneaux du toit. Tout se passait bien. J'ai été appelé dans une autre partie de l'entrepôt et un autre ouvrier a décidé de reprendre le travail là où je l'avais laissé. Il a commencé à soulever un panneau de toit lorsqu'il a entendu un grand bruit, un mélange entre une détonation et un bouchon de liège qui saute. C'est à ce moment-là que nous avons réalisé qu'un des tuyaux du système d'arrosage anti-incendie passait par le toit du bureau et qu'il avait été complètement arraché. La pression dans le système a provoqué un premier jet d'eau avant qu'un torrent d'eau ne jaillisse à hauteur du toit. L'eau était dans les tuyaux depuis au moins 20 ans et combiné à la saleté des chevrons, c'était comme s'il pleuvait de l'encre de sèche. Elle a recouvert les produits finis, les matières premières, les ouvriers et les équipements. La chaîne de production a été immédiatement arrêtée et tout le monde paniquait. Nous avions un plombier sur place qui n'a pas réussi à arrêter l'écoulement. Cela s'écoulait depuis environ 5 minutes lorsque nous avons entendu les sirènes. Le système d'incendie avait automatiquement alerté les pompiers lorsque la pression de l'eau chutait. En raison de la nature de notre activité, nous avions sur le site jusqu'à 30 000 litres d'alcool pur et d'éthanol. Alors, quand les pompiers sont arrivés, ils s'étaient préparés au pire. 3 camions et une vingtaine de pompiers. Les pompiers vont couper l'eau, mais les vannes se trouvent dans l'un des autres entrepôts. L'un étant occupé par une entreprise de chauffage, l'autre par une organisation chrétienne de collecte de nourriture. La compagnie de chauffage a quitté les lieux plus tôt que prévu, et l'entrepôt de l'organisation chrétienne est occupé de façon sporadique. Les pompiers doivent enfoncer les portes de ces entreprises jusqu'à ce qu'ils trouvent et coupent l'eau. Ils ne sont pas satisfaits de la situation, et ici, en Australie, si tu es responsable d'une fausse alerte, tu es passible d'une amende de plusieurs milliers de dollars pour leur avoir fait perdre leur temps. La facture des dégâts allait être salée en termes d'amende, de stock et de matériaux détruits et de temps perdu. Tout s'est passé si vite que peu de choses ont été dites, mais une fois la situation maîtrisée, le directeur des opérations a cherché des réponses. Il s'est approché de moi pour me demander ce que j'avais bien pu faire. Je l'ai alors informé que ce n'était pas moi, car j'étais ailleurs à ce moment-là, et que, pour mémoire, il m'avait demandé de conduire un chariot élévateur à travers un bâtiment. Il est devenu pâle à mesure que la réalité de sa propre culpabilité s'est imposée à lui. En fin de compte, l'employé qui conduisait le chariot élévateur à ce moment-là a été jugé responsable. Je pense qu'ils avaient besoin d'un bouc émissaire officiel pour la réclamation de l'assurance. Mais aucun rapport officiel n'a été établi et aucune sanction n'a été prononcée. Tout a été balayé sous le tapis et on n'en a plus jamais parlé. Le fait que ce soit ton collègue le bouc émissaire, je trouve ça un peu crade. Ça aurait dû être le manager. Il a donné des consignes, vous avez fait que les suivre. En soi, c'est sa faute. L'histoire suivante est postée par Chromez. Cette histoire va être très courte, car elle ne m'est pas arrivée à moi, mais à un collègue professeur l'année dernière. L'année dernière, l'université où j'enseignais n'était pas particulièrement stricte sur l'assiduité. La seule chose que l'absence d'assiduité pouvait entraîner était un appel demandant si tu voulais continuer à payer pour le cours que tu n'utilisais pas du tout. Il n'y avait pas de remboursement, mais ils peuvent te faire quitter le cours à mi-parcours pour que tu n'aies pas à payer plus. À part ça, c'est au professeur de décider comment il veut que l'assiduité affecte son cours. Un professeur a décidé d'être incroyablement strict à ce sujet, et les élèves l'ont détesté pour ça. Il verrouillait physiquement la porte une fois que 5 minutes s'étaient écoulées, et ne l'ouvrait plus pour quelque raison que ce soit. Si t'avais 5 minutes de retard, tu ratais le cours. Certains élèves ont commencé à s'asseoir dans le couloir et à prendre des notes en regardant à travers les portes vitrées lorsque c'était possible. Un jour, je suis arrivé pour donner mon cours, et tous les élèves sont joyeux et heureux. Il se trouve que le professeur lui-même est arrivé avec 5 minutes de retard ce jour-là, et les élèves l'ont enfermé hors de la salle de classe, pendant 1 heure entière. Je soupçonne qu'il était trop gêné pour demander une clé et pour admettre la raison pour laquelle il était enfermé à l'extérieur. Inutile de dire qu'il n'a plus jamais fermé les portes à clé. Je suis presque sûr que ça doit être interdit juste pour les raisons d'incendie, de panique ou des trucs comme ça, de fermer la porte à clé quand il y a des gens à l'intérieur. Et je pense qu'en tant qu'élève, on a tous rêvé de faire un truc comme ça. Ton prof, il arrive à la bourre et tu lui fais « Ah non monsieur, c'est pas possible, vous êtes en retard, vous n'êtes pas accepté. » On a tous rêvé, tous rêvé de faire ça. Moi, pour l'assiduité, je trouve que c'est un peu dommage d'essayer de la forcer. Je me souviens que pendant ma première année de licence d'anglais, on avait des cours de version, si je me plante pas, et il me semble que c'est de l'anglais vers le français. Ils étaient le vendredi, c'était nos 2 dernières heures. Et la prof avait été géniale et avait dit qu'en gros, c'était pas obligé de venir.
Comment vous dire que sur une classe où on était censé être 25, au cours on était 6. Alors du coup elle était un peu déçue, elle avait l'impression que ça avait pas marché, mais du coup les 6 qui étaient là, bah on était plutôt motivés à suivre le cours. Donc on avait notre travail qui était fait, on partageait les trucs, et en soi je trouve que la dynamique de classe était vachement bonne à ce moment-là. Vachement mieux que si on était 25 avec 20 personnes qui juste s'ennuient. Dans les commentaires, on a une histoire semblable postée par Fitness Duck. Quand j'ai commencé l'université, mon professeur d'économie avait l'habitude de fermer la porte à clé même si nous avions 1 minute de retard. Une fois, elle m'a chargé de m'assurer que tous les étudiants avaient reçu le matériel d'études pour son cours. Devinez quoi? J'étais en retard de 3 minutes et elle a fermé la porte à clé. J'ai continué à frapper à la porte, mais elle ne voulait pas l'ouvrir. J'ai donc pris les notes originales qu'elle avait et j'ai séché son cours pour tout le trimestre. Mon université ne contrôlait pas tellement l'assiduité. Elle a dû refaire 1000 pages de nouvelles notes pour toute la classe. Morale de l'histoire, ne sois pas méchante avec quelqu'un qui a la copie originale de tes notes qui vont être utilisées pendant tout un semestre. Et Opie a eu parfaitement raison. Après tout, il avait déjà toutes les notes pour les cours. L'histoire suivante parle de la trancheuse à boudin qui se situe entre vos fesses, donc si vous êtes en train de manger, mettez la vidéo en pause. C'est bon? Alors on y va. L'histoire suivante est postée par Columbia Songbird. Je viens de subir une sphinctérotomie latérale pour des fissures de trancheuse à boudin chronique. C'est aussi douloureux et terrible que ça en a l'air. C'est aussi un sujet délicat à aborder avec 99% des gens. Alors, la plupart du temps, j'ai été délibérément vague au sujet de mon opération avec les gens. Mon mari, mes parents, mon patron et mes amis les plus proches connaissent les détails. Mais pour le reste du monde, il s'agit d'une intervention mineure et je serai absente du travail pendant un certain temps. Si des gens m'ont contacté pour prendre des nouvelles et voir si je vais bien, c'est très bien. Je leur en suis reconnaissante. Mais s'ils continuent à demander malgré mes tentatives évidentes d'être vague, ma stratégie a été de leur dire avec des détails graphiques exactement ce que l'opération implique et de leur faire regretter d'avoir posé la question. Voici comment ça se passe. J'ai entendu dire que tu allais te faire opérer, est-ce que tout va bien? Oui, c'est juste une petite intervention non urgente. Tout va bien, merci d'avoir pris des nouvelles. En général, la conversation s'arrête là, ou le sujet est changé. Mais si la personne veut être curieuse, elle continue. Ok, bien, je voulais juste m'en assurer. Oui, tout va bien. C'est pourquoi l'opération? C'est pour un problème de système digestif, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Oh, c'est quoi? Ma trancheuse à boudin. Je souffre de fissures de trancheuse à boudin chronique, ce qui signifie que ma trancheuse à boudin se fend à chaque fois que je fais caca. C'est atroce. Je vais subir une sphinctérotomie. C'est là qu'il coupe le muscle du sphincter de l'intérieur, puis cautérise les fissures pour leur permettre de mieux cicatriser. Eh bien, c'est graphique. J'ai essayé d'être vague, mais tu as quand même ressenti le besoin de demander. Alors j'ai ressenti le besoin de te le dire. J'espère vraiment qu'ils se sentiront gênés et qu'ils auront l'impression qu'ils n'auraient pas dû poser des questions aussi personnelles alors que quelqu'un essayait clairement d'être vague à propos de quelque chose. Occupez-vous de vos propres affaires et sortez votre nez de ma trancheuse à boudin. Littéralement. Bon, vu qu'on est sur le sujet, vous, quelle est votre expression préférée pour dire que vous allez faire tourner la trancheuse à boudin? C'est tout pour aujourd'hui, alors si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et n'hésitez pas à la partager, j'ai besoin de vous pour faire grandir la chaîne, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines. Laissez un commentaire, je les lis tous et je suis bien curieux de connaître vos expressions. Les plateformes de soutien sont en description si certains veulent soutenir la chaîne financièrement. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.